Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors vous le savez, l'Olympique Lyonnais va subir une profonde restructuration de son pôle sportif. John Textor, le nouveau propriétaire, n'est pas du tout satisfait de l'organisation du club, ce qui a évidemment amené à la sortie de Jean-Michel Aulas, on va dire, de l'aspect opérationnel de l'OL. Et sans doute d'autres départs vont suivre. Alors aujourd'hui, l'équipe consacre pas mal de pages sur John Textor, les réformes qu'il a opérées dans les autres clubs, parce qu'en fait, c'est intéressant de voir comment il a fait à Molenbeek notamment et à Botafogo. Quels sont les effets des réformes de Textor dans ces clubs. Et notamment Hugo Guimet, vous le savez, extrêmement bien informé sur l'Olympique Lyonnais, nous donne déjà des pistes sur les gens qui pourraient intégrer l'organigramme de l'OL. Et on nous dit qu'actuellement Textor est resté à Lyon pour mettre tout ça en place. Alors il fait des petits détours par Molenbeek, vous allez voir même qu'il a créé une polémique qui à mon avis est une tempête dans un verre d'eau. Mais bon, vous le savez, dans la société moderne, il suffit de pas grand chose pour créer une polémique. Donc on va regarder un peu ça de plus près. Alors vous le voyez ici, il y a un peu plus d'un an, en mars 2022, John Textor est devenu actionnaire majoritaire de Botafogo, je crois à plus de 80%, pour une somme quand même assez rondelette, même si elle n'est pas vraiment définie. On a des montants assez différents. Et bien c'est intéressant de voir comment cette équipe, depuis l'arrivée de Textor, donc depuis un peu plus d'un an, comment cette équipe a évolué. Alors il faut rappeler que le championnat brésilien se déroule annuellement, il n'est pas, on va dire, coupé sur 2 années. Donc si on regarde le classement du Brésil, du championnat brésilien, la Brasileiro Série A, excusez-moi pour la prononciation, eh bien vous voyez que Textor a pris l'équipe, elle était 11e, elle a fini 11e du championnat au terme de l'exercice 2022. Et en 2023, donc on va regarder ça, eh bien vous allez voir que Botafogo est tout simplement leader après 6 matchs, donc évidemment la saison reste encore longue, mais pour le moment donc Botafogo est leader. Alors quels sont les éléments qui ont permis à Botafogo de monter dans la hiérarchie brésilienne? Alors déjà, il a gardé la confiance au coach, donc est-ce que ça veut dire que ce sera la même chose pour Laurent Blanc? Je ne sais pas, mais en tout cas, le coach était très contesté, le coach de Botafogo, et Textor lui a maintenu sa confiance. Pour le moment, ça porte plutôt ses fruits, puisque vous voyez, en 6 matchs, donc 5 victoires, 1 défaite, 13 buts marqués, 6 encaissés. Alors comme je le dis, peut-être qu'à la fin de la saison, ils seront au nouveau 11e, mais en tout cas, l'effet immédiat a été plutôt positif. Alors, outre sans doute l'achat de joueurs, je vous avoue que je ne suis pas de très près l'activité de Botafogo, mais on nous dit ici que les joueurs ont remarqué un changement de mentalité. Depuis donc l'arrivée du nouveau boss, changement de mentalité, désormais on pense différemment, pas comme un club moyen, mais comme un club qui veut gagner, se félicite l'ancien lyonnais Fernando Marsal. Lui, il peut parler en connaissance de cause, tout comme Raphaël, qui donc a rejoint l'équipe de Botafogo. On y retrouve aussi l'ancien Marseillais Luis Enrique, qui n'a pas su s'imposer à l'OM et qui, pour le moment, ne s'impose pas non plus à Botafogo puisqu'il est remplaçant. Alors à Molenbeek qui est une équipe qui était en 2e division belge, acheté 8 millions. Les 80% des parts de cette équipe de Molenbeek. Cette équipe vient de réussir son accession à la Jupiter League. Donc John Textor a fait un peu polémique parce qu'il a dit maintenant on va aller botter les fesses des gros clubs de Belges. Bon, ça a fait une polémique, le président exécutif de Molenbeek a dû s'excuser, vraiment, si on doit s'excuser pour avoir dit ça, on est vraiment tombé bien bas. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait à Molenbeek? Eh bien, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a écarté l'ancien directeur sportif Julien Gorius. Il s'est appuyé sur Maxime Vossen, emmené par Daïd, qui est le président donc exécutif du club. Il a changé la pelouse du stade pour presque 2 millions. Il a rénové les terrains synthétiques, puis en a acheté un
à proximité à Tubize, là où s'entraîne l'équipe nationale belge. Il pourrait y construire un nouveau centre d'entraînement. On nous dit aussi, après quelques journées en début de saison pendant lesquelles l'équipe stagnait, il a surtout recruté une dizaine de joueurs, bon, je vais pas faire la liste. Mais bon, en tout cas, il a su réussir son affaire, puisque le but, évidemment, c'était de monter en première division belge. Donc, en changeant le directeur sportif, en rénovant notamment donc le terrain et en améliorant les terrains annexes et évidemment en recrutant une dizaine de joueurs. Est-ce que c'est comparable avec l'Olympique Lyonnais ? Non, parce qu'évidemment, recruter pour une équipe de D2 belge, ça n'a pas du tout le même coût que de recruter pour l'Olympique Lyonnais qui vise le haut de tableau de la Ligue 1. Donc après ces digressions brésilo-belges ou belgico-brésiliennes, eh bien revenons à l'Olympique Lyonnais. Mais bon, je pense que c'est intéressant de voir comment Textor a fait dans les deux autres clubs qu'il détient majoritairement, puisque finalement la plaque tournante, la plaque centrale du groupe Eagle, c'est quand même l'Olympique Lyonnais, puisque à Crystal Palace, John Textor ne possède que 46%, donc il peut pas vraiment faire ce qu'il veut. En tout cas, à l'OL, il n'a pas encore le 100% des parts, mais il avait évidemment une majorité extrêmement importante. Je pense qu'il faut voir dans ces exemples en Belgique et au Brésil que ce monsieur prend les choses en main. Alors, pour l'instant, il a plutôt réussi dans ces deux autres structures. Évidemment, on espère qu'il réussisse de la même manière avec l'Olympique Lyonnais. Alors, Hugo Guimet, donc toujours très bien informé, nous donne pas mal de précisions et même l'âge des noms. Alors, est-ce que ces noms vont être nommés ? Ça, c'est une chose, mais en tout cas, on voit qu'il y a une volonté vraiment d'amener des gens très spécialisés qui viennent de l'extérieur, parce que je pense que d'une certaine manière, ce qui a fait la force de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire une structure très familiale, maintenant on voit que cette structure est un peu, on va dire, arrivée à son terme, puisque d'une certaine manière, les joueurs lyonnais sont tellement bien traités à l'Olympique Lyonnais que finalement ils s'endorment sur leur laurier et ils ne progressent plus. Pour valoriser les jeunes de l'académie, on les présente comme des cracks. Alors certains peut-être le sont, mais en tout cas pas tous, mais on a tendance à penser que dès que vous avez le tampon Académie OL, vous êtes forcément un crack. Or, justement, cette deuxième partie de saison, elle a permis d'envoyer au feu ces jeunes joueurs, voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Alors certains se sont extrêmement bien comportés sur le terrain et en dehors. Je pense évidemment à Bradley Barcola. D'autres ont montré, à mon avis, leurs limites. Je pense à Lukeba. Et le plus doué, le plus talentueux, lui, a quand même énormément déçu. C'est évidemment Ryan Cherki. Donc je pense que des gens qui viennent de l'extérieur vont avoir un regard beaucoup plus objectif, beaucoup plus distant sur la qualité et sur la réalité de nos joueurs. C'est d'ailleurs le cas de Laurent Blanc. Laurent Blanc, lui, l'estampille Académie OL, il s'en fout totalement. Bon, il est bien obligé de faire jouer ces joueurs-là, puisque de toute façon, il n'a pas le choix. Mais je pense que si on le prenait entre quatre yeux et qu'on lui demande ce qu'il pense réellement, alors il dirait sans doute beaucoup de bonnes choses sur Barcola, mais sur les autres, il serait peut-être moins enthousiaste. Bon, je pense qu'il apprécie aussi Maxence Cacré. Le truc, ce n'est pas d'être pro ou anti-académie, c'est simplement de prendre les joueurs pour ce qu'ils sont. On est dans le foot professionnel, on n'est pas dans le patronage. Si on veut une équipe performante, il faut, comme le dit Textor, les meilleurs joueurs sur le terrain, des joueurs qui en veulent. Et je pense que ce sera vraiment le grand axe de recrutement de cet été, dans le sens des départs, mais aussi dans le sens des arrivées. John Textor a rencontré tous les employés et que le retour pour le moment est plutôt positif. On nous dit, on l'a trouvé chaleureux, avec un certain humour. Il n'est jamais agressif dans ses demandes, à l'écoute des conseils et prévenant envers Jean-Michel Aulas et son héritage. Donc, au point de vue Textor sait y faire pour noyer le poisson et brosser un peu dans le sens du poil. Après, derrière, quand il va falloir prendre des décisions, je peux vous dire qu'il fera ce qu'il y a à faire sans aucun remords. On nous dit ici que dans sa gestion quotidienne, il est entouré d'une dizaine, c'est quand même pas rien, d'une dizaine de personnes de confiance.
qui ont chacun leurs attributions. Pour tout ce qui est pognon, il s'appuie essentiellement sur Marc Affolter, qui est membre du comité d'investissement pour le sport chez Ares, qui est un fonds multimilliardaire qui finance pour moitié l'acquisition de l'Olympique Lyonnais, qu'il s'appuie beaucoup sur Dougie Freedman, dont il est devenu intime, le directeur sportif de Crystal Palace, donc où Eagle est actionnaire à hauteur de 46%, et celui qui exerce la plus grosse influence sur les décisions foot du propriétaire de l'OL. Alors bon, on va dire pour le moment Crystal Palace, bon, c'est pas spécialement un exemple de réussite, peut-être que c'est là où on touche un peu les limites du système Textor. C'est qu'évidemment, investir sur des structures comme Botafogo, Molenbeek, bon bah ça coûte pas trop cher, mais quand vous avez des investissements à faire en Première Ligue ou en Ligue 1, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de montant en termes de pognon. Donc là, va falloir être très bon, va falloir être très créatif. Et pour ce faire, eh bien donc il y a Monsieur Friedman, donc qui conseille Textor, mais il est quand même directeur sportif de Crystal Palace, donc il faut quand même trouver quelqu'un. Mais on va dire, ils échangent énormément tous les deux. Alors, une des choses qui est la plus critiquée actuellement dans l'organisation de l'Olympique Lyonnais, c'est la cellule de recrutement. Et là, donc, on nous dit que le profil de Mathieu Louis-Jean, qui actuellement travaille à l'Olympique de Marseille, est ciblé. Donc, est-ce qu'on va débaucher cette personne? Alors, j'espère que c'est pas lui qui a conseillé le recrutement de Vitinha, ou d'autres fours à l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille, il y a quand même toute une série de recrutements foirés. Alors, il y a des réussites, mais il y a quand même pas mal de recrutements foirés. Et pour la data, vous le savez que la data, ça va vraiment devenir un des atouts forts du recrutement de l'Olympique Lyonnais, alors que c'est là où on est vraiment le plus faible. Donc on nous parle d'Andrés Marx, un très jeune analyste data, donc 25 ans, et donc qui travaille en MLS pour les Chicago Fire. Alors moi je vois ça vraiment comme quelque chose de très positif, parce que évidemment la MLS recrute énormément dans les pays d'Amérique du Sud, et je pense qu'on n'est pas bon du tout sur ce sujet-là. Alors on est peut-être un peu meilleur sur les Brésiliens, mais sur tous les autres pays d'Amérique du Sud, on n'est pas bon du tout. Et évidemment la MLS, parce que figurez-vous qu'en MLS, il y a des bons joueurs. On a tendance un petit peu à mépriser ce championnat, bon, qui évidemment est beaucoup moins fort que les championnats européens, mais il y a des vrais bons joueurs en MLS. Donc je pense que recruter cette personne-là peut être extrêmement intéressant. Moi évidemment, ce ne sera pas suffisant, il faudra vraiment une structure très forte, mais on voit que en tout cas, ce que je voulais démontrer avec cette vidéo, c'est que pour le moment, ça ne présage évidemment pas de l'avenir, c'est que John Textor, il prend les choses en main, et pour le moment, les actions qu'il a menées dans les clubs qu'il a repris, c'est-à-dire Botafogo, où il est majoritaire, je précise, et Molenbeek, pour le moment, ce sont des réussites. Alors, il faut voir aussi sur le long terme. À Lyon, il y a beaucoup de choses à traiter, parce qu'évidemment, il y a l'effectif actuel, il y a le futur effectif, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs prêtés, il y a les jeunes de l'académie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y a un chantier à la fois passionnant mais colossal du côté de l'Olympique Lyonnais pour cet été. On n'est pas dans une équipe, on va dire, qui a besoin juste d'un petit ripollinage. Non, là, il faut vraiment tout changer du sol au plafond. Alors c'est casse-gueule, il faut pas se planter sur les hommes. Il y aura certainement besoin de mettre la main à la poche, mais comme j'ai expliqué dans une autre vidéo où je dis pourquoi Textor a intérêt à monter une grosse équipe à l'Olympique Lyonnais, vous le savez, qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, il faut absolument être dans le top 3. Donc voilà, investir aujourd'hui, c'est pour en récolter les bénéfices demain. Est-ce que ce monsieur est dans cette stratégie? Je pense que oui, je l'espère en tout cas, évidemment, en tant que supporter de l'OL. Mais voilà, il va se passer des choses, et de toute façon, il fallait changer les choses, puisque on le voit, le système Aulas a touché ses limites. Sur les 4 dernières années, on aura fait 7e, 4e, 8e et 7e, peut-être 6, pour un top 3 budget de Ligue 1, ou top 4, ça dépend si on met Monaco dans le top 3, étant donné qu'ils ont un régime fiscal favorable, etc., etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'est pas normal pour l'Olympique Lyonnais de ne pas être dans le top 4, et encore mieux dans le top 3. Voilà, donc on se retrouvera demain pour le débrief du match contre Monaco.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On approche petit à petit des 900 abonnés. Donc si vous êtes un régulier de la chaîne, que vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.